La République démocratique du Congo est engagée depuis 2009 dans le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts raides. En 2010, elle a été sélectionnée comme l'un des 8 pays pilotes du programme d'investissement pour la forêt. Un an plus tard, le pays a présenté son plan d'investissement sous forme de 5 programmes. Ces programmes ont été fusionnés en 2 projets. Il s'agit de l'appui au secteur privé et les petites subventions mises en œuvre par la Banque mondiale dans les bassins de Kinshasa. Le deuxième, le projet intégré RED+, Mbujimai Kananga, Kisangani puis RED Mbekis, en abrégé, exécuté dans les bassins de Mbujimai, Kananga et Kisangani. Ce projet est mis en œuvre par la Banque africaine de développement BAD. C'est ce projet PIRED Mbekis qui nous intéresse dans cette émission. Dans la série d'émissions que nous allons animer, nous allons essayer de faire comprendre à la population bénéficiaire c'est quoi ces projets, ses objectifs, réalisations et le travail des terrains, mais aussi les résultats auxquels va aboutir ces projets. D'entre deux G, je vous informe que ces projets sont exécutés ici dans la Tchopo, dans les territoires d'Opala, de Banalia, ainsi que dans la périphérie de Kisangani, notamment dans le secteur de Lubuyabera. Et pour cette première émission, il est question de présenter ces projets. Pour en parler, nous recevons les coordonnateurs du projet PIRED Mbekis dans la Tchopo, l'ingénieur Emmanuel Saïd Ndike. Ingénieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Il n'est pas seul, il est accompagné de Cyril Adebou, coordonnateur de l'ONG Océan, à sa qualité de chargé de mission de l'agence locale d'exécution. Monsieur Cyril, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Des animateurs dans cette émission, Marianne Batamane, des Canal Orient Concert, bonjour. Bonjour Laurent. Et Laurent Kangissa, de la radio Flambeau de l'Orient. Je rappelle qu'en plus des Canal Orient, l'émission passe aussi à la RTNC, à la RTK, Radio Télé Kintouadi, et à la radio Force des Médias, Radio Télévision Force des Médias, RFM TV. Bienvenue à cette émission Écho du PIRED Mbekis. Voilà, comme je venais de le dire tout à l'heure, cette première émission est consacrée à la présentation du projet et voir si, jusque-là, les projets ont pu réaliser quelques résultats. Alors là, je m'en vais directement poser la question à Emmanuel Ndike. Emmanuel, dites-nous, vous qui êtes le coordonnateur du PIRED ici dans la Tchopo, si vous pouvez nous présenter brièvement ces projets. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. En ce qui concerne le projet intégré RED+, dans le bassin de Mbujimai, Kananga et de Kisangani, c'est un projet du programme d'investissement pour la forêt, qui est un programme qui est sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Aujourd'hui, c'est la vice-primature. Et ce projet a pour objectif global de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Et cela doit contribuer également à la réduction de la pauvreté. Ça, c'est comme objectif global. Spécifiquement, donc, nous allons voir comment résoudre le problème des besoins énergétiques dans le pays de Kisangani et voir comment aussi réduire la pauvreté. Et pour y parvenir, nous avons mis en place dans le cadre de ce projet 2 composantes opérationnelles. La première composante, c'est l'appui à la gestion durable de forêt. Et la deuxième composante, c'est l'appui à l'agriculture durable et sécurisation foncière. Et ce projet est basé dans 2 zones d'intervention. Il y a la zone savanicole, qui est la partie de Mbujimai et Kananga. Il y a la partie forestière qui est la zone des bassins de Kisangani. Et nous avons dans le bassin de Kisangani 3 sites d'intervention. Il y a les territoires de Pala où nous intervenons précisément à Yaleko. Il y a les territoires de Banalia où nous intervenons précisément à Bengamisa, ainsi qu'à Kisangani et son intervenante qui est Lubuyabera. Alors, en ce qui concerne les arrangements institutionnels, donc, nous avons le ministère de l'Environnement. Il y a un comité de pilotage qui fait des suivis de ces projets. Et au niveau, ça c'est au niveau national, et au niveau de la province, nous avons un comité de pilotage provincial et nous avons une coordination provinciale dont je suis le coordinateur
Et nous avons les agences, les agences locales d'exécution. Pour le bassin de Kisangani, nous avions pu recruter une agence locale d'exécution qui est le groupement Océan Osapi Adikis. Et nous sommes en train d'œuvrer depuis 2015 que nous avions démarré le projet. Et le projet est arrivé dans sa première phase, donc c'était de 2015 à 2021. Normalement, c'était la première durée du projet qui avait déjà expiré, mais compte tenu qu'il n'y avait pas assez de résultats palpables sur le terrain, compte tenu des difficultés opérationnelles que nous avions connues, alors d'une manière globale, avec le bailleur de fonds, le gouvernement, le bénéficiaire, nous sommes entendus qu'on puisse prolonger le projet pour une durée de 2 ans jusqu'en décembre 2022. C'est ce qui fait que le projet est en cours d'exécution. Que le projet est en exécution. Alors, il y a aussi l'agence d'exécution locale que vous avez recrutée, et c'est M. Cyril qui représente cette agence. Si vous pouvez nous parler des composantes des projets, parce que tout à l'heure, là, il y a les coordonnateurs avaient dit qu'il y a des composantes du projet. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ces composantes? La première composante concerne la gestion de forêt. Et là, qu'est-ce que vous allez faire concrètement par rapport à cette gestion des forêts? Là, les activités concernent les forêts dégradées. Les activités concernent également la lutte contre l'effet de brousse. Les activités concernent les plans de gestion des forêts, en délimitant les zones tampons, etc., etc. Donc c'est un travail de cartographie et d'aménagement. Et puis, il y a aussi des activités qui concernent la plantation d'arbres fruitiers et certaines plantations ont une certaine valeur pour les communautés. Et en ce qui concerne les plantations, nous avons des plantations d'enrichissement qui sont parmi les activités phares. Nous avons la forestation. Ce sont vraiment les 2 activités de reboisement qui sont des activités phares. Les autres activités comme la lutte contre l'effet de brousse, c'est beaucoup plus une question d'aménagement. Et on va avoir des plans d'aménagement pour certaines zones qui sont déjà en train d'être cartographiées. Et puis nous avons également des activités de mise en défense de certaines forêts. Et là, nous allons faire en sorte que nous puissions favoriser les RNA, donc la restauration assistée de forêts. Ça, c'est la première composante. Alors, au niveau de la deuxième composante, c'est l'agriculture durable. C'est la sécurisation foncière et agriculture durable. Et là, nous abordons des questions qui ont trait à la sédentarisation des agriculteurs. Et la meilleure façon, qui est abordée dans les projets, l'approche du projet, c'est l'agroforesterie. Nous avons également des activités qui concernent l'accompagnement des communautés pour avoir des titres. Des titres, parce que les investissements que nous allons faire vont aller avec. Donc, que ce soit pour la première composante, que ce soit pour la deuxième, on fait référence à cela aussi. Nous avons beaucoup d'activités qui sont appelées comme des mesures d'accompagnement, qui sont des activités pour accompagner les communautés, notamment dans la sensibilisation sur des questions de VIH, malaria, certaines épidémies, en sachant que toutes les activités que nous faisons ont été d'abord étudiées par rapport au moteur de la déforestation, mais aussi ce sont des activités qui se rapportent à la stratégie nationale RED. Et donc le pilier, parmi les piliers les plus importants, c'est les piliers démographiques. Et donc si on évoque ces questions de maladies, c'est vraiment, ça s'adresse à la population. Et c'est vrai que si la population n'est pas en forme, ne pourra pas faire des activités normalement. Il y a beaucoup d'activités qui ont un caractère agropastoral, qui ont été
prévu au départ, Voilà, mais on a revu les ambitions à la baisse par rapport à cette composante. On va revenir sur les activités. Je suis passé dans cette émission, oui, et ma conseillère Marianne Batamane a certainement des questions à vous poser. Monsieur le coordonnateur, Emmanuel, ma question est de savoir qui sont les acteurs de ce projet dans le bassin de Kisangani. Ok. Bon, en ce qui concerne les acteurs du projet, donc il y a beaucoup d'intervenants qui sont impliqués dans la mise en œuvre du projet. Il y a le service étatique. Nous avons par exemple la coordination environnement, nous avons l'agriculture, le développement rural, ainsi de suite. Nous avons le secteur privé. Nous travaillons avec le concessionnaire, des gens qui ont des conseils. Et pendant une question de mon confrère Laurent, vous avez dit que la première phase du projet devait durer de 2015 à 2021. Compte tenu qu'il n'y avait pas de bons résultats, vous avez essayé un peu d'élargir encore le projet jusqu'en décembre 2022. Est-ce que cette fois-ci, vous allez atteindre les objectifs du projet ou ça sera encore un rapport? Okay. Merci beaucoup, madame. Donc, ce sont des difficultés opérationnelles que nous avions connues. C'était pour recruter l'agence locale d'exécution. On a passé 3 ans pour qu'on recrute l'agence locale d'exécution. Mais dans l'entretemps, on a pu réaliser beaucoup d'activités en termes d'acquisition. Vous voyez par exemple le bâtiment dans lequel le projet est logé. Ce sont des activités que nous avions pu faire. Mais ce qui nous importe le plus, c'est l'augmentation du couvert forestier, de plantations forestières, pour que ces plantations-là arrivent à séquestrer le carbone. Et c'est pour cela que nous avions dit que nous avions connu des difficultés. Mais du moins, on avait déjà acquis beaucoup d'intrants, de matériel agricole. Et cela nous a permis d'aller un peu vite. Bien que nous sommes arrivés presque à la fin du projet, mais nous avons fait la revue à mi-parcours au mois de mars dernier, qui a permis à ce qu'on fasse encore une prolongation du projet jusqu'au 31 décembre 2022. À ce jour, nous avons déjà des réalisations qui sont palpables sur le terrain. C'est quoi par exemple? Voilà, donc comme avait dit tantôt le chef de mission de l'agence locale d'exécution, en ce qui concerne la composante I, dans le cadre de la réhabilitation des forêts dégradées, nous sommes en train de réaliser 800 hectares de plantations forestières à Massako et les travaux sont en cours maintenant. Il y a déjà plus de 30 hectares qui ont été implantés par le prestataire et ils sont en train de travailler. Nous devons réaliser 1500 hectares et les objectifs ont été réduits à 1200 après la revue du parcours de plantation forestière. À ce jour, nous avons plus de 500 hectares que nous avions déjà réalisés et nous devions réaliser 500. Sur l'ensemble du bassin de Kisangani aussi? Sur l'ensemble du bassin de Kisangani. Dans le cadre de la composante 2, on devait réaliser 500 hectares d'agroforesterie, mais à la revue du parcours, on a réduit les objectifs de plantation agroforestière à 400. Et à ce jour, nous avons déjà un taux qui avoisine dans le 17% d'une manière globale. Et je peux vous garantir que, en ce qui concerne la composante I, hormis la réhabilitation des forêts dégradées, là où nous intervenons par la plantation d'enrichissement, donc il y a aussi la réalisation des plantations forestières. Et il y a aussi les aspects liés à la filière bois-énergie. Donc nous intervenons dans l'encadrement de la filière bois-énergie, là où nous avons vulgarisé plus de 5000 foyers améliorés et nous sommes en train de recruter un consultant, un bureau d'études qui va réaliser ces activités-là, comme ce sont des activités qui seront plus soft, et nous sommes en train de recruter un bureau d'études. Et il y a aussi les activités en rapport avec le renforcement des capacités. Nous sommes en train de recruter un bureau d'études qui va faire le renforcement des capacités de toutes les structures que nous avions mis en place pour qu'ils voient comment gérer durablement nos forêts. Ça, c'est dans le cas de la composante I. Et dans le cas de la composante 2, hormis la première sous-composante de la composante 2 qui est la promotion des pratiques agricoles durables, là où nous faisons le développement de l'agroforesterie, l'intensification agricole, vous avez vu. À vous attendre dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup d'activités qui ont été menées sur terrain. Et il y a une question qui me passe en tête. Vous avez recruté une agence locale d'exécution. Alors, quel sera le travail de cette agence, M. Cyril? Et aussi pour participer à toutes les acquisitions des services. Et
les mots-clés, c'est bien. Les biens, c'est tout ce qui est comme semences, comme matériel qu'on achète. À part le matériel aléatoire que nous avions déjà trouvé dans les dépôts, nous avons acheté des semences forestières, des semences de cultures vivrières, des semences de cultures pérennes. Nous avons aussi acheté quelques équipements, par exemple les contrôleurs d'humidité, et il y a bien d'autres matériels que nous avons achetés. Les travaux, il y a plusieurs sortes de travaux. Il y a des travaux agricoles et agroforestiers et des travaux sylvicoles. Donc tout à l'heure, quand on parlait des activités d'afforestation, ça fait partie des travaux. Pour cela, nous lançons des offres pour les privés et nous situons les zones dans lesquelles les gens vont essayer de soumissionner et les nombres de superficies par rapport à ces zones-là. Et donc les gens vont déposer les dossiers, il y a des délais par rapport à ça, on ouvre de manière transparente en présence de tout le monde, on traite les dossiers dans une commission d'analyse, après il y a une commission de marché, après on publie les résultats. Et ceux qui ont donné des offres moins 10 ans, avec beaucoup d'expérience, qui nous donnent quand même des assurances qui vont bien mener les activités, on passe à la phase de contractualisation. Mais il y a toujours un va-et-vient des documents entre nous, la représentation de l'ICPIF à Kisangani, qui est la coordination, ainsi que la BAT, parce qu'il y a toujours des processus, des demandes de non-objection dans certaines phases. Alors, c'est à vous attendre de dire jusque-là, c'est encore au niveau des principes, c'est que vous n'avez pas encore Non, commencé. on a déjà recruté tous ces marchés-là. Il y a deux parties, il y a deux sortes de marchés qu'on a pu faire. Il y a le marché où on a lancé des offres, mais il y a aussi des marchés où on a fait des attentes directes. C'est spécialement avec les communautés, les CLD, que nous avons fait les attentes directes. Mais pour les autres, c'était ce qu'on appelle les appels d'offres locales qu'on a pu lancer ici. Alors, par rapport à l'exécution de ces projets, il y a une question là qui me vient en tête. Est-ce que vous travaillez avec les communautés particulièrement, ou bien les communautés sont regroupées, comme vous avez dit, dans les CLD? Ils sont combien? Il y a à peu près combien de CLD que vous travaillez? Il y a des modalités de travail de CLD. Parce qu'on avait produit un document de comment on peut faire participer les communautés, la stratégie de travaux à participation communautaire. On avait d'abord dans un premier palier, même si les gens lancent des offres, comme les activités se passent en milieu rural, ils ont l'obligation de faire participer les communautés. Dans un autre, sous un autre angle, on a fait directement les travaux avec les communautés. Il s'agit de travaux d'agroforesterie, d'afforestation, et particulièrement pour les communautés des Massako, nous avons ajouté les plantations d'enrichissement. Et là, ce sont les attentes directes. Mais avant cela, il y a des étapes. Il y a un document que nous avons, le projet a produit, c'est comment structurer les communautés. Et nous avons mis en pratique ces documents avec l'appui de la division de l'inspection du développement rural au niveau de la province, tout comme au niveau du territoire, pour faire en sorte que nous puissions les organiser en CLD. Et les CLD, ils ont une sorte d'assemblée générale et ils ont aussi un bureau avec un président et tous les gens qui peuvent gérer les projets techniquement, administrativement. Ils sont en fait les répondants du projet. Donc, ils sont structurés. C'est de cette manière que nous les appuyons. Alors, je peux vous demander, est-ce qu'au niveau de la manière d'exécution, comment la population a acquis ce projet? Il y a les gens, disons d'abord la zone est vaste et nous avons ciblé certains endroits parce que les moyens étaient gérés efficacement et nous avons fait des choix sur base de cartes. Donc nous avons estimé que les cartes satellitaires montraient vraiment des problèmes de déforestation. Nous avons focalisé en priorité l'attention sur cela. Mais il y a beaucoup d'autres zones qui nous demandent aussi d'élargir le projet là-bas. Et là où nous sommes en train de travailler, à ce jour,
peut-être je ne peux pas commencer à vanter le projet. Je crois que le moment venu, vous allez commencer à demander aux bénéficiaires s'ils ont... Voilà, il y aura des émissions sur ça, on va voir descendre oui, c'est ça, sur le terrain. Je ne voudrais pas vraiment me jeter de fleurs. Hein. Vous dire on a bien accueilli. Puisqu'on parle du projet, on parle du montant, le coût du projet, on peut savoir, monsieur madame. Merci beaucoup, madame. Donc, d'une manière globale, le coût global de ces projets au niveau national est de 22,1 000 $ américains. Mais en ce qui concerne le bassin de Kisangani, le budget qu'on a alloué pour la Tchopo, c'est de 6 170 000. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs qui vous suivez l'émission Écho du Pire de Mbekis qui parle aujourd'hui, qui aborde aujourd'hui les sujets en rapport avec la présentation même de ces projets. Alors, Emmanuel, ingénieur, là tout à l'heure, là, vous parliez quand ma consoeur vous a posé la question en rapport avec les activités phares que vous avez réalisées. À un moment donné, c'est comme si vous êtes en train de réduire même les objectifs. À un moment donné, vous fixez l'objectif, mais lors de la revue à mi-parcours, vous êtes en train de réduire même les objectifs par rapport au rendement que vous devriez atteindre, aux objectifs que vous devez atteindre. Mais pour quelle raison? Donc, vous savez, nous sommes dans un projet. Le projet a toujours un cycle. Donc, il y a la phase de démarrage, il y a la phase d'exécution, il y a la phase de la revue à mi-parcours. Et pendant cette phase, on tire des leçons sur les difficultés opérationnelles. Et on voit si les stratégies qu'on avait arrêtées au départ permettent d'atteindre les objectifs. Si on remarque que les stratégies ne sont plus applicables, on change les stratégies sur le plan technique, modification des coûts, même réduction, augmentation du personnel, tout ça. Et c'est ce qui a fait qu'après avoir consommé la durée du projet, on a consommé assez de ressources. Alors il a fallu quand même qu'on puisse recadrer le budget. Et c'est ce qui a fait que nous puissions réduire nos objectifs quantitatifs par rapport aux résultats qu'on attendait. Et par rapport à cette question, juste là, parce que c'est depuis 2015 que le projet est en exécution, au stade actuel, vous pouvez estimer à combien de pourcents les taux de réalisation? Bon, à peine nous venions de faire la revue du parcours, globalement nous étions à plus de 45% du taux de décaissement. Et pour le moment, avec tout ce que nous sommes en train de faire comme travaux, dans la logique du projet, nous travaillons avec les engagements. Je crois que si on arrivait à payer tous ces prestataires qui nous ont présenté les résultats, on sera au-delà de 50% à ce jour. Voilà, nous tendons vers la fin de l'émission. Monsieur Cyril, vous comme agence d'exécution, qu'est-ce qu'on attend de vous en termes de réalisation? Qu'est-ce que les projets attendent de vous? Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui, à la fin du projet, de réaliser les taux de 100%? Oui, je crois qu'il y a des stratégies qu'on arrête ensemble avec la coordination qui nous sert de structure d'appui pour l'AID. Et ce qu'on attend de nous, c'est de finir d'abord les parcelles qui ont été déjà, qui ont commencé, parce qu'il y a des bénéficiaires qui ont commencé à planter. Tous les résultats que vous avez suivis là-bas, c'est relatif à cela. Donc à la fin de la dernière saison 2021, ici, je crois que d'ici décembre, nous saurons exactement les chiffres qu'on va atteindre. Parce qu'après ça, on va arrêter un peu, parce que les transplantations, on ne peut pas les faire pendant la saison sèche. Mais il y aura des activités qui vont être très calées, notamment des activités de pépinière qui vont se mettre en place. Et donc, d'ici l'année prochaine, au mois fin mars, nous allons transplanter toutes les plantules dans les parcelles qui ne seront pas encore comblées. Et nous avons beaucoup d'activités qui sont planifiées dans l'entretemps, qui sont des activités soft, des activités habilitantes, comme on appelle. Ce n'est pas des réalisations physiques. On aura des cartes, il y a les plans simples de gestion, il y a les plans d'utilisation des terres, et il y aura des analyses qui seront faites, il y a des études qui vont se faire, mais nous aurons aussi besoin des appuis du ministère national de l'environnement, notamment la DIAF, à travers la DIAF. Ils vont travailler avec nous sur des questions MRV, et nous avons besoin de médias. Parce que, comme vous voyez ici, quand vous regardez la superficie,
dans ces différents territoires ou même dans ces différents secteurs. Il y a l'éco Bengamisa ainsi que le Bouyabera. Vous allez voir que c'est vraiment, ça ne représente pas beaucoup de choses. Mais nous faisons beaucoup de sensibilisation et beaucoup de formation pour essayer d'enseigner les leçons, pour qu'on puisse extrapoler dans d'autres sites. Et donc, c'est vraiment dans ces enseignements, dans ces renforcements des capacités que nous comptons impacter plusieurs personnes dans la zone. Oui, Marianne, tu fais la dernière question. La dernière question, c'est peut-être mais toi le coordinateur peut répondre à cela. Quelles sont les activités qui restent à mener d'ici quelques mois? Bon, en ce qui concerne nos perspectives d'avenir, je disais que nous étions en train on a lancé beaucoup de marchés pour la réalisation, par exemple, de parcours pédestres. Donc, il y a encore des travaux à faire. Donc, l'axe qui mène vers Massako, nous allons voir comment le réhabiliter. L'axe qui conduit aux eaux, ce sont des axes que nous allons réhabiliter. Donc, nous sommes en train de recruter déjà un bureau d'études qui va nous élaborer les DAO et puis on va lancer des avis d'appel d'offres pour qu'on puisse aménager ces parcours pédestres. Et on doit construire également des sites touristiques. Et nous comptons le faire un site au niveau des eaux et un site qu'on pourra mettre au niveau de Massako. À part ça, nous avions dit tantôt que nous devons vulgariser les foyers améliorés. Donc, nous sommes en train de recruter déjà le bureau d'études qui va nous aider à exécuter ces activités en rapport avec la filière bois énergie. Et il va vulgariser au moins 5 000 foyers améliorés dans les sites qui s'en mettent. Tout ça, c'est pour que les gens changent des habitudes par rapport à l'utilisation des ressources énergétiques. Voilà. Je voudrais compléter. Les deux zones de Banalia et de Opala impactent aussi les pygmées. Et donc, il y a une activité spécifique pour les pygmées, mais il y a aussi des activités spécifiques pour les gens, la femme. Et donc, vraiment, on n'a pas beaucoup de temps pour développer les différentes sections et pour décliner un peu l'ensemble des stratégies qu'on a dans ce sens. Donc voilà un peu les choses que nous sommes en train de vouloir faire. Il y aura aussi, dans certains endroits, on va mettre quelques installations, des transformations, et on va mettre aussi quelques puits, on va aménager quelques sources. Voilà, donc dans le cadre des activités qui peuvent profiter à la population. Parce que vous allez vous souvenir qu'il y a des objectifs sectoriels de RED. Lutter contre la déforestation et lutter contre la pauvreté. Donc, ça s'enchevêtre. C'est comme ça que vous avez constaté que dans les deux composantes, il y a l'insistance sur les reboisements sous ces trois formes, mais aussi des activités qui permettent de bien sécuriser les terres, de bien les planifier dans la gestion. Mais aussi, vous avez constaté qu'il y a des activités qu'on a octroyées aux communautés comme bénéficiaires, mais aussi des activités qui ont un caractère économique. C'est-à-dire les bretelles qu'on va aménager vont servir pour tout le monde à pouvoir s'y engager pour faciliter les accès. Et donc ça, ce sont des activités qui ont trait à la lutte contre la pauvreté. Voilà, comme vous l'avez suivi, tout au long de cette émission, l'objectif de ces projets est de réduire les émissions des gaz à effet de serre, issus de la déforestation et de la dégradation des forêts causées par l'activité de l'homme. Aujourd'hui, les effets de ces activités de l'homme se traduisent par la perturbation climatique. D'où cet homme destructeur de la biodiversité est appelé à changer son comportement en adoptant les attitudes favorisant la régénération de la forêt. C'est la fin de cette émission. Nous disons comme ça merci au coordonnateur Saïd Ndiki Emmanuel et à Cyril Adebo, les chargés de mission de l'agence locale d'exécution. Merci pour votre participation à cette émission. Nous disons aussi merci à François Okonda Momba de la RTNC et des médias en ligne, les dépêches de la Djopo. C'est Rafin Tomilali de la radio-télévision Kintouadi RTK, Pompon Beyokana de la radio-télévision Force des médias RFM TV,
et aussi Andaïs Kabamba de la RTNC qui ont concouru à la production et à la préparation de cette émission. Était à la présentation Marianne Batamane, ma consoeur. Je vous dis merci pour votre participation et Laurent Kangissa. À très bientôt pour un autre numéro de l'émission Eco Pirate Mbekis. Au revoir.